Est-ce que justement Mika va provoquer d'une manière ou d'une autre la fin des stablecoins en Europe? Non, parce que en tant que VC professionnel, donc j'ai fait ce métier de 2002 jusqu'à 2017. Ouais. J'ai en effet investi dans plus d'une cinquantaine de boîtes. J'ai dû voir des milliers de boîtes. C'est quoi les critères que tu regardes? Comment tu fais pour prendre une décision d'investissement et choisir une boîte où tu te dis celle-là elle a du potentiel et elle va bien performer dans le futur? C'est du multicritère. L'un des premiers, c'est la... Et d'ailleurs, je ne trouve pas une seule place de marché, c'est que j'ai plusieurs places de marché. Donc je me source à différents endroits. J'ai un outil technique chez nous qui s'appelle un Smart Routing Engine, qui est capable de couper ton ordre si c'est un très gros ordre. Par exemple, si on parle de 300, 400 000 euros, je peux faire des ordres de 50 000 euros et les passer sur tout un tas d'exchanges de façon à avoir le meilleur prix. Je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts d'Alira où je reçois chaque semaine un expert de l'écosystème. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Louvet. Nicolas, bonjour, bienvenue. Salut Jérémy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir accueilli. Nicolas, tu es le CEO de CoinHouse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est CoinHouse et ce que vous faites? Alors, nous sommes la plateforme historique française pour investir dans les cryptos, acheter, gérer les cryptos. Nous sommes une spin-off de Ledger, tu connais bien sûr la société. On a reçu d'ailleurs Charles dans le précédent épisode. Charles Guillemet, donc CTO de Ledger, et donc créé en 2014, peu avant Ledger. Ensuite, c'était la même société qui s'appelait la Maison du Bitcoin au tout début, si je me souviens bien. En fait, le vrai nom de la boîte s'appelait Epic Dream, aucun rapport. Okay. Et Epic Dream a fusionné avec la boîte de Nicolas Bacca, que tu connais également sans doute, et la boîte de Joël Pobeda, que tu connais peut-être un petit peu moins, mais c'est lui qui faisait le hardware de la carte, de la clé. Et ces trois sociétés sont devenues Ledger. Et le nom commercial d'Epic Dream, c'était la Maison du Bitcoin. Donc c'est tout un abreuvillo de mélange de sociétés qui a permis de fusionner et de créer Ledger. Et la Maison du Bitcoin est devenue un complément de Ledger. Et le complément, en fait, à l'achat d'une clé pour sauvegarder ses cryptos, c'est de permettre d'acheter des cryptos. Parce que c'est quand même plutôt utile de se dire c'est très intéressant de pouvoir regarder des cryptos, mais si déjà je ne peux pas en acheter, c'est complexe. Et si tu te remets en 2014-2015, c'était quand même assez difficile d'acheter des cryptos. Oui, c'était difficile de comprendre ce que c'était. Et donc CoinHouse, c'est avant tout déjà l'idée de la pédagogie. Comment j'arrive à expliquer aux gens ce que sont les cryptos. Toi, tu le fais super bien aujourd'hui et tu démocratises avec Alira cette connaissance de la blockchain, de tout l'environnement. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Tu n'étais pas là encore. Et donc, on t'a donc précédé et on a été ce terreau. Quand tu revois les images de l'époque, il y avait des soirées pizza avec des développeurs et puis dans la journée, principalement à l'heure du déjeuner, des sessions ouvertes dans lesquelles tout le monde pouvait venir et écouter Manuel Valente, Éric Larchevêque, Thomas France ou d'autres qui parlaient de Bitcoin, plus tard d'Ethereum quand la blockchain a été créée, etc. Pour expliquer ce que c'était. Et puis accessoirement, tu pouvais acheter de la crypto, tu pouvais acheter un ledger. Et le modèle d'ailleurs historique de CoinHouse qu'il faut absolument comprendre, c'est que nous ne sommes pas un exchange et nous ne serons jamais un exchange. C'est hyper dur à comprendre, je pense, pour les gens. Et même, je t'avoue, même moi, je me suis dit, mais comment ça, c'est pas un exchange? Genre, j'y vais, je peux acheter de la crypto, je repars, j'ai mon Bitcoin dans la poche, quoi, globalement, c'est ça. Je me sens qu'à un moment, vous aviez même un ATM, non? Alors, on l'a toujours, il est débranché, mais il pèse une tonne. Donc, genre, littéralement, tu as ton Bitcoin dans la poche, quoi. Comment ça, vous n'êtes pas un exchange? En fait, c'est une question d'abus de langage. Je pense que globalement, on ne se comprend pas. Il n'y a pas qu'en politique, tu vois, il y a aussi dans le monde de la crypto. Toi, tu entends quoi par le mot exchange? Pour moi, un exchange, c'est une place de marché qui fait se rencontrer une offre et une demande. Donc, d'un côté, je gère un carnet d'ordre avec tous les gens qui veulent vendre, par exemple. Et de l'autre côté, un carnet d'ordre avec tous les gens qui veulent acheter. Puis après, tu as les gens qui passent des ordres au marché. Et donc, ils vont dire, moi, j'ai envie d'acheter de l'Ether et j'ai pas envie de me faire chier à passer une petite annonce, quoi, à passer un ordre limite. Et je veux acheter direct. Faire du local Bitcoin, rencontrer les gens sous les ponts pour essayer d'acheter du Bitcoin. C'est encore autre chose, ça. De pair à pair. C'est ça que je me représente quand donc toi, tu as la définition, en fait, tu as la bonne définition, tu as une définition économique. C'est tu définis, et même technique, tu définis le fonctionnement, un carnet d'ordre et quelque part
le fonctionnement d'une bourse. Donc vraiment le fonctionnement historique d'un système qui permet et qui a le gros avantage de définir un prix. Parce que comme tu as l'offre et la demande, tu l'as par la définition… C'est le market qui se fait tout seul. Exactement, tu as le marché. Est-ce que c'est la seule façon aujourd'hui en finance ou dans le monde en général pour acheter quelque chose? Est-ce que par exemple tu vas acheter tes fruits et légumes à Rungis, là où se font éventuellement la définition des prix de la pomme de terre ou je ne sais quoi, et surtout quand tu veux acheter une action en bourse, une action, je sais pas moi, de Tesla, est-ce que tu vas directement au Nasdaq sonner à la porte et dire hey, je m'appelle Jérémy Auquier et j'aimerais acheter une action Tesla. Moi j'appelle Elon Musk directement. Direct, ouais, mais tu fais du père à père. T'es dans le club. De toute façon, c'est un bon pote à toi, mais c'est facile. Je pense qu'il doit te les envoyer par direct. Telex, directement. Tu as peut-être même des options. A priori, tu le fais pas. Ouais. Et en fait, la raison essentielle, c'est que le marché financier n'est pas organisé comme ça, parce que les seuls acteurs qui interviennent autour d'une bourse, ce sont des acteurs régulés et des acteurs professionnels. C'est-à-dire que tu n'as personne qui va au Nasdaq, chez Euronext ou dans n'importe quelle bourse, y compris celle des pays les moins développés, et qui peut être un simple individu et venir et dire « moi je veux acheter des actions ». Ce sont des intermédiaires qui… Si je fais une analogie, ces intermédiaires, c'est des espèces de L2 quoi, globalement. C'est la L2, c'est ce que j'appelle du client facing ou des gatekeepers, c'est-à-dire ce sont des gens qui se chargent de faire un gros mot qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire la connaissance client. Ouais. Moi, je préfère dire aussi le service parce que souvent, associé à ça, tu vas avoir du service, de la présentation, tu vas expliquer un contexte, tu peux donner des conseils, etc. Ce qu'une bourse ne va jamais te faire. Le Nasdaq, il ne va pas te dire « tiens, je te recommande tel truc ». Lui, il est là pour exécuter un ordre. Les exchanges, ce sont des places de commodité. Ils sont essentiels. S'il n'y a pas d'exchange, mon métier n'a aucun sens. Il n'y a pas de marché primaire, il n'y a pas de prix. Il n'y a aucun marché. Ouais. De la même façon, si le Nasdaq n'existe pas, si Euronext, si le Dow Jones ne fonctionne pas, toute l'économie de marché disparaît et il n'y a plus rien qui fonctionne. Pour autant, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, tu regardes juste les pages saumon du Figaro ou Wall Street Journal, etc., tu as extrêmement peu d'articles et extrêmement peu de news sur le fonctionnement même de la société Nasdaq. Les gens s'en moquent. Les gens s'intéressent à quoi? Aux banques d'affaires, aux banques d'investissement, aux banques de retail qui prêtent de l'argent. C'est un métier presque un peu chiant, un métier de place de marché. C'est complètement chiant, mais c'est essentiel. En fait, c'est un métier de très haute sécurité. Les transactions doivent se faire, doivent être imparables. C'est un métier qui est régulé. C'est-à-dire tu dois, d'ailleurs, dans le monde de la finance, on sépare les chambres de compensation où sont conservés les titres de la chambre d'exécution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des exchanges comme Binance et Coinbase, etc. Ils font les deux, donc petit problème déjà. C'est des métiers qui sont hautement régulés parce que bien sûr, si tu as du market abuse, donc des abus de marché, tout un tas de trucs, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a tout un environnement, mais c'est un métier qui travaille avec des professionnels. Et pourquoi ? Et c'est un métier de très forte, d'exécution très rapide, puisqu'on est capable de faire la haute fréquence. Et la seule chose qu'on leur demande, c'est quand j'ai un ordre qui arrive, tu le passes et tu le passes bien. Bah déjà, les exchanges devraient arriver à le faire. Parce qu'aujourd'hui, tu as des Kraken qui sont en maintenance très régulièrement, ils ne fonctionnent pas. Tu en as d'autres, on n'est pas encore du tout au même niveau. Ce fonctionnement-là, il viendra. Ouais. Ce n'est pas encore le cas, mais je te mets ma main à couper. Et tu penses qu'il va y avoir une concentration des acteurs, un peu comme, tu vois, il y a un Nasdaq, il n'y en a pas 40 Nasdaq. En fait, si. En fait, si. Okay. Je serais surpris par voir qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'acteurs que ça. Tu en as déjà par zone géographique. Mais en fait, il y en a pas mal. Et il y a eu des concentrations. Toi, Euronext, c'est la bourse de Paris avec la bourse, je crois, d'Amsterdam, bourse d'Italie, qui se sont concentrées. Donc, il y aura de la concentration. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de la concentration en Asie parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des gros acteurs. Et aux États-Unis, pardon. En Asie, il y en a beaucoup plus. Donc, il y aura une concentration géographique. Il y aura surtout une professionnalisation. C'est qu'il y a beaucoup des exchanges aujourd'hui qui sont incapables de passer au niveau de demain. Ouais. Et qui ont deux opportunités selon moi, soit disparaître totalement, y compris parmi les plus gros, soit de devenir justement le Nasdaq ou l'Euronext de demain, c'est-à-dire devenir extrêmement professionnel, très bon en technologie, très bon en exécution, régulé, mais leurs seuls clients, ce sont des entreprises comme moi, comme CoinHouse. Et donc j'en viens à ce qu'est CoinHouse. Nous, on n'est pas du tout l'exchange, on est le layer 2. Ouais. On est une crypto-banque, on est la même chose que la Société Générale, on est la même chose que Robinhood. Toi, si tu avais reçu le patron de Robinhood qui vient acheter Bitstamp, tu lui aurais pas dit… D'ailleurs, excuse-moi, mais tu aurais dû lui dire « c'est vachement bizarre, tu viens de racheter un exchange qui est un vrai exchange, pour le coup Bitstamp est un exchange, alors que ça n'a jamais été ton métier. » Parce que personne ne va qualifier Robinhood en lui disant « tu es un exchange ».
Ouais. Et pourtant, tu peux acheter des actions. Tu peux les échanger contre des euros. Donc, Mais personne va dire au patron de Robinhood, tu es un exchange. Et donc, du coup, ce que ça veut dire, je ne suis pas un exchange, je suis un broker. Tu fais pas les prix de la même manière que le mec qui vend des fruits et des légumes au marché les vend à un prix fixe. Et sauf quand les légumes. En fait, je fais comme le mec du marché. En fait, je fais comme le mec du marché. Je te vends le Bitcoin au prix que je te donne. Et en fait, tu me l'achètes à moi et je l'achète moi. Qui achètent et qui vendent des métaux précieux, par exemple, c'est pareil. Broker-dealer. Ouais. Okay. Alors, en revanche, je réplique bien sûr le marché au plus proche du meilleur marché. Comment on fait? Et d'ailleurs, je ne trouve pas une seule place de marché, c'est que j'ai plusieurs places de marché. Donc, je me source à différents endroits. Donc, j'ai un prix du Bitcoin sur Kraken, Binance, sur Coinbase. Je peux l'avoir avec un OTC. Donc, j'ai 3 prix du Bitcoin selon qu'il soit en euros, en stablecoin, etc. Ouais. Et moi, bien sûr, selon la taille de ton ordre, j'ai un outil technique chez nous qui s'appelle un Smart Routing Engine qui est capable de couper ton ordre si c'est un très gros ordre. Par exemple, si on parle de 300, 400 000 euros, je peux faire des ordres de 50 000 euros et les passer sur tout un tas d'exchanges de façon à avoir le meilleur prix. Okay. Si c'est un ordre de 1000 euros, il va bien sûr s'exécuter que sur la plateforme, mais il va s'exécuter sur, à un moment donné, le prix le moins cher. Donc moi, ça me permet d'avoir le prix le moins cher et de te proposer ce prix-là, auquel je suis dans certains cas obligé d'ajouter un petit spread parce que notamment si tu payes en carte bancaire, je prends le risque de marché parce que quand je t'affiche un prix, comme c'est moi qui te vends, je te donne un prix fixe. Ouais. C'est-à-dire je te dis le Bitcoin, il vaut 59 000 euros pour un Bitcoin. Et tu peux avoir 5 minutes pour me payer en carte bancaire, mais moi, ce sera 50 000 euros. Et donc si tu me payes, si tu es un petit peu méchant et que tu me payes au bout de 3 minutes 59 ou 4 minutes 59, parce que tu as juste envie de jouer, moi je vais attendre ce moment-là pour ensuite l'acheter. Et donc le prix aura varié, je vais peut-être perdre de l'argent ou en gagner. Okay. En moyenne, on perd un tout petit peu. Ok. Malgré le spread. Non, justement, on a mis un spread pour gagner, pour être à peu près l'équilibre. Comment tu fais du coup donc, sur un business comme le tien, comment tu fais pour gagner de l'argent? Par les transactions, principalement. Aujourd'hui, on a 3 façons de gagner de l'argent. La plus grosse source de revenus, c'est 80% de notre chiffre d'affaires. Ce sont les transactions. On prend un pourcentage de commission sur l'achat, la vente, le swap, le withdraw, parce que principalement, c'est des mining fees qu'on doit de toute façon payer nous-mêmes. Donc, on les charge aux clients. Donc, c'est principalement ces transactions. On ne fait pas payer la conservation. Okay. Et je tiens à le dire. Ce qui doit pourtant vous coûter un bras. Ça nous coûte un bras. Et je pense que les gens ne le comprennent pas. Mais demain, on fera payer la conservation. Ouais. Je ne dis pas demain immédiatement, mais un jour, ça le fera payer. Déjà, 1, parce que ça nous coûte cher. 2, parce que je suis 100% responsable des fonds. Ouais. C'est-à-dire que sur tout l'argent qui est chez CoinHouse, si jamais. Tu dors bien la nuit eh bien, si je le perds de ma responsabilité, je le dois à mes clients. Ouais. Donc c'est une vraie responsabilité. Et ça, c'est un prix, normalement. Donc, on ne le fait pas payer aux clients, mais je pense que le modèle viendra. Okay. Il faut savoir que nous, les exchanges, qui sont pour le coup les vrais exchanges, font payer la conservation. Okay. Et augmentent leurs tarifs également. Okay. Donc, je pense que ça vient. Ça coûte combien une conservation pour les exchanges? Alors, c'est en fonction des AUM principalement. Ouais. Donc, on va dire c'est Asset Under Management. Pardon, excuse-moi. Asset Under Management, donc c'est un pourcentage. On est de l'ordre de. Ça varie, mais il y a une espèce de tendance autour d'un 10 points de base, donc 0,1%. Ce qui peut aller assez vite. Sur des centaines de milliers d'euros ou sur le milliard, ça peut faire pas mal d'argent. Ouais, voilà. Okay. Donc c'est un prix qu'il faut prendre en compte. La deuxième façon dont on peut gagner de l'argent, c'est en offrant des services et notamment des abonnements. On est l'un des seuls à offrir des abonnements qui permettent aux gens de pouvoir accéder à des services assez uniques, donc des opportunités de trade, un boost de staking, des accès en fait à nos équipes d'experts qui proposent chaque semaine par exemple des vidéos explicatives sur le marché et des recommandations, des opportunités. Okay. Ou alors carrément le modèle Rolls-Royce qui est ce qu'on appelle chez nous la gestion privée, où tu as carrément un account manager associé à ton compte que tu peux appeler et qui va te faire des recommandations personnalisées. Quand le marché prend des drops de 30%,
il a son téléphone qui fond parce qu'il y a tous les clients qui l'appellent. Non, nos clients qui sont dans ce modèle-là, c'est pour beaucoup des gens qui sont déjà bien exposés sur des produits financiers. D'ailleurs, on pose des questions qui sont équivalentes aux questions que te pose ta banque. Tu sais ce qu'on appelle les questionnaires MiFID, où on te demande ce que tu fais chaque fois que je les remplis, je suis en mode voilà, comment tu réagis quand le marché fait. Donc nos clients sont plutôt des gens assez conscients des risques de marché. Ils prennent justement plutôt des opportunités. Et puis de toute façon, on a en moyenne, aujourd'hui, ils ont à peu près 180 clients par account manager. Et ils peuvent aller jusqu'à peut-être 220, 240. Au-delà, on doit recruter des account managers supplémentaires. Donc c'est un modèle. Donc ça, c'est des revenus de souscription. Donc c'est assez intéressant. Les troisième source de revenus, c'est l'asset. Ça coûte combien, désolé, ça coûte combien du coup d'avoir le conseiller privé là, comme tu le disais, c'est pareil, tu factures un pourcentage de Non, en fait, c'est un tarif unique par an. C'est 629 TTC pour les clients particuliers. Ça doit être une centaine d'euros plus cher pour les entreprises, parce qu'on a des clients entreprises aussi. C'est la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est des entreprises. Alors que l'abonnement investisseur, qui est la même chose, mais avec, tu enlèves le conseiller, c'est plutôt aux alentours de 250 euros par an. De mémoire, c'est 29 euros par mois. Tu peux le prendre en abonnement mensuel d'ailleurs. Et c'est, je crois, 34 euros par mois et tu peux l'arrêter à tout moment. L'avantage aussi, c'est que tu as zéro frais de commission, justement parce que comme tu nous payes un petit peu d'abonnement, jusqu'à 1000 euros par mois ou 1500 euros selon l'abonnement, tu payes 0% de commission. Tu as un boost du staking aussi. Tu as pas mal d'avantages. On propose aussi, par exemple, un bilan crypto fait par un de nos partenaires qui fait de la fiscalité, qui est inclus dans le tarif. Donc, si tu vas chercher en fait tous ces éléments à l'extérieur, tu te rends compte que l'offre elle est plutôt très avantageuse. Donc ça, c'est la deuxième source. Et la troisième source, c'est ce qu'on appelle l'asset under management. Donc c'est notamment le staking, notre gestion pilotée, donc notre capacité à t'offrir un produit où c'est nous qui gérons directement pour toi. Donc c'est un modèle d'investissement de type des produits financiers traditionnels. Donc tu vas payer des droits d'entrée, droits de sortie et des droits de garde, enfin des droits de gestion. C'est principalement les trois sources de revenus. On s'était rencontrés à Angers et tu me parlais des nouvelles contraintes réglementaires qui existent sur le secteur, notamment sur la connaissance des consommateurs, des clients, donc le fameux KYC, Know Your Customer. Comment tu vois l'évolution du cadre réglementaire et est-ce que tu considères que c'est plutôt une bonne chose pour le secteur ou au contraire, est-ce que ça vient freiner l'innovation et plomber un peu les acteurs qui doivent gérer ça? Alors pour les acteurs, ça risque d'être clairement difficile dans les années à venir. La régulation, en fait, telle qu'elle a été pensée en France, a été proportionnelle et ça a été, je pense, une très bonne chose. Maintenant, la marche à passer là devient un petit peu difficile. La marche commence à être très haute. C'est plus un escalier. Donc la réalité, c'est que quand la loi Pacte a été votée, l'idée était de dire, dans un premier temps, vous devez principalement en tant qu'acteur vous focaliser sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est-à-dire la LCBFT, donc des aspects purement liés à du KYC, du KYB et un petit peu plus que ça, parce que c'est plus que de la connaissance client en réalité. C'est quand même tout un monitoring de transactions et pas mal d'autres aspects. Tu as des aspects aussi d'honorabilité des dirigeants, tu as des obligations en matière de reporting, etc. Donc il y a quand même tout un petit volet qui n'est pas simple à mettre en place, mais qui est faisable. La preuve, il y a eu 107 PSAN ou PSCA qui ont été enregistrés. Ça a fait venir des gens d'un peu partout, donc c'est bien. Après, quelque part, le choix réglementaire, sur lequel je suis plutôt d'accord, est de dire il faut passer à une réglementation européenne parce que nous, on a une réglementation en France. Par exemple, la Belgique, le régulateur belge déteste les cryptos, ne veut aucun acteur, ce qui fait qu'il n'y a personne sur place qui peut vraiment se développer. Ce qui n'empêche sans doute pas les Belges d'avoir de la crypto par ailleurs. Ce qui n'empêche les Belges pas d'avoir la crypto, mais au contraire, à l'arrière, ça va les mettre dans une position peut-être difficile parce que eux, ils n'ont pas d'acteurs belges. Donc, s'il y a un problème et que la plateforme que tu utilises est basée aux Seychelles ou dans un autre pays, même peut-être en Europe, tu peux avoir des difficultés. Est égale à zéro. Exactement. Tu peux même pas te plaindre. Et puis à l'arrière, ton régulateur belge va te dire, bah écoute, on t'avait dit de pas y aller. Donc, c'est pas une réponse qui est correcte en fait. Non. Et c'est l'exemple de la Belgique, mais il y a plein de pays qui sont comme ça. Donc il faut une réglementation harmonisée. Et puis à l'arrière, même d'un point de vue compétitif, nous, on peut très bien avoir envie de pouvoir aller proposer nos services dans tout un tas d'autres pays. Donc, autant pouvoir être capable de passeporter, d'expliquer aux gens, bah, moi, je suis régulier en France,
On est dans l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi je n'irais pas proposer mes services dans notre pays, sinon ça ne sert à rien d'avoir créé tout ce bazar. Donc clairement, il faut une régulation européenne. Là, ils ont décidé à juste titre de ne pas mettre la régulation seulement sur le volet LCBFT, donc seulement le prolongement en fait, du côté lutte contre le blanchiment, mais de la rapprocher de ce qu'on appelle MIFID ou de la réglementation des marchés financiers. Ouais. Et presque. Donc l'idée, c'est de calquer la réglementation de la crypto sur celle qui existe sur les marchés financiers, quoi. Et un mixte aussi de la réglementation presque sur la monnaie électronique. On le voit avec Mika. Ce qui philosophiquement est pas débile, quoi, en première appropriation. Non, mais est très loin du concept initial de la crypto et de la vision de pas mal d'acteurs, notamment d'acteurs étrangers qui ont toujours regardé le sujet en disant non, il n'y a pas de. Enfin, la régulation, on essaie de rester le plus loin possible. Ouais. Là, en fait, quand on dit que la marche elle est très haute, c'est que c'est beaucoup d'aspects. Tu as des questions de protection des consommateurs, des questions d'exécution, des questions de technologie avec l'obligation de faire des audits assez complexes, de te conformer à de nouvelles obligations ça veut dire que en matière de cyber, etc. Si demain, et tout un tas d'autres sujets. Si demain je veux créer une boîte, je veux créer un concurrent par exemple de CoinHouse, déjà pas mal. Dieu m'en garde. Si je veux faire ça, en fait, la marche versus créer la même boîte mais 10 ans en arrière, aujourd'hui elle est devenue énorme, quoi. Ouais, elle est vraiment compliquée. Donc il y a quand même un enjeu de bloquer l'accès au marché à des nouveaux acteurs qui seraient pas très bien capitalisés. Alors je pense que ça ne va pas bloquer l'accès à des acteurs institutionnels qui connaissent bien ces métiers, donc directement des banques par exemple ou d'autres types d'institutions, parce que eux ils viennent de ce monde-là, donc c'est peut-être ils ont moins d'appréhension vis-à-vis des coûts, vis-à-vis de ces problématiques. Là où ils ont un vrai retard, c'est sur la connaissance client en matière de crypto et même la connaissance de la technologie. Donc ça va les rendre un peu plus compliqués. Pour les startups, en revanche, qui viennent de cet écosystème, je pense qu'il y aura toujours de l'innovation, il y aura toujours des boîtes qui viendront, mais c'est plutôt une question de financement. Ouais, okay. Jusqu'à présent, tu pouvais créer un PSAN avec finalement pas trop de moyens. Quelques centaines de milliers d'euros, une équipe douée. On en a vu d'ailleurs à Angers certains qui se sont créés il y a pas très longtemps, quelques années, et qui, avec assez peu de moyens, d'ailleurs ils viennent dans un incubateur pour chercher du conseil, de l'accompagnement et parfois du financement, arrivent à obtenir le sésame pour pouvoir opérer et arrivent à proposer des services. Mais le problème, c'est que dans le futur, je pense que ça va être quand même beaucoup plus difficile. Okay. Et même pour ces acteurs aujourd'hui, passer la marche de la réglementation européenne MiCA, j'ai peur que ce soit complexe, vraiment. Est-ce que justement MiCA va provoquer d'une manière ou d'une autre la fin des stablecoins en Europe ? Non. Non ? Aucun risque ? Non, parce que le régulateur est... il y a quand même une protection des investisseurs derrière. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des millions plutôt, d'utilisateurs des cryptos en Europe, en France, tu vois, on a au minimum 2 à 3 millions de personnes qui utilisent des cryptos, c'est ce qu'on dit, sur des périodes un peu larges. Hein. Ouais. Je ne dis pas là aujourd'hui en tant que tel, mais sur au moins un an et demi, des utilisateurs actifs, tu dois être dans cette zone-là. Et tu en as également en Espagne, dans d'autres pays, en Allemagne bien évidemment. Beaucoup de ces utilisateurs utilisent les stablecoins. La capitalisation des stablecoins, elle dépasse quand même les 140 milliards de dollars. C'est pas rien, et le poids de l'Europe là-dedans, alors c'est pas le plus gros par rapport à l'Asie ou aux États-Unis, mais ça pèse quand même. Ouais, ça doit faire genre 20-25%, un truc comme ça. Souvent, généralement, on dit que la France, c'est entre 2 et 3% des marchés mondiaux. L'Europe, tu dois être en effet entre 20 et 30% selon les différents types de marchés. Donc déjà, ça pèse. 2, ça pèse sur des consommateurs directement. Or, du coup, il y a quand même un intérêt de protéger les gens. 3, c'est déjà bien lancé et l'écosystème, il existe. En France, c'est tout un tas de sociétés. C'est de l'emploi. Nous, tu vois, le secteur crypto en France, c'est à minima 5000 emplois directs. Et ça va de start-up comme les nôtres à des groupes beaucoup plus gros. Donc tu ne peux pas tuer cet écosystème comme ça. Préciser, là, donc MiCA, là on tourne début juillet, donc MiCA est entré en vigueur depuis quelques jours, là, c'était officiellement le 30 juin en réalité.
les nouvelles règles imposent aux émetteurs de stablecoin un certain nombre de contraintes réglementaires. Être établissement de monnaie électronique ou être une banque ou un établissement de paiement. Pour les émetteurs, donc les boîtes comme Circle ou Tether ou la Société Générale avec son convertible. Et les deux plus gros du marché, donc Tether qui fait l'USDT et Circle qui fait l'USDC, on dit, Tether on dit globalement ce sera sans nous. Ouais. Et Circle a dit, écoutez, on va regarder, on le fera bientôt. Ils l'ont eu hier ou avant-hier, c'était le 1er juillet, donc c'était lundi 1er juillet. Ouais. Ils ont eu leur sésame, donc c'est très bien. Donc vous allez pouvoir continuer les distribuer en faisant en sorte que tu n'ailles pas en prison. Non, je ne vais pas aller en prison. Si on va se retrouver beaucoup en prison, on pourra faire sans doute des soirées assez sympas. Okay. Mais je ne compte pas aller en prison, non. Ok. Et Tether, du coup, donc pareil, est-ce qu'on va pouvoir continuer de les distribuer c'est plus compliqué. En restant du côté de la loi ou... Non. Non. Immédiatement, je dirais qu'il n'y a pas de problématique. Ouais. Mais on attend en fait des guidelines, donc des lignes directrices très claires en fait des administrations européennes, des autorités européennes sur ce sujet. De tout ce que j'ai pu comprendre, il y a bien évidemment quand même un petit peu de pragmatisme dans les autorités, heureusement. Et donc il y a l'idée quand même de dire, eux, ils ont vraiment annoncé qu'ils ne voulaient pas se conformer. Donc malheureusement, et il y en a un qui a été régulé. Donc malheureusement, il y a une transition à opérer et il y a un moment où ça doit s'arrêter. Et donc il est très 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 fort possible que cela prenne quelques mois, mais je ne parierais pas sur des années de survie du stablecoin USDT sauf à ce qu'il devienne lui-même monnaie électronique. Que son émetteur devienne émetteur de monnaie électronique dans l'un des pays de l'Union européenne. C'est pas obligé d'être en France, ça peut être dans un autre pays. Vu que c'est quand même je pense que ça va s'arrêter. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un sujet sur l'accès à la liquidité ? Alors c'est une vraie problématique pour nous parce que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, nous on n'est pas un exchange, donc on se source là où on veut se sourcer, parce que c'est un choix quand même de fournisseur. Et là où, bien sûr, la liquidité existe. Si je devais aller sur un exchange où il y a zéro liquidité, je vais offrir un service pourri à mes clients et ça va absolument pas fonctionner. Et donc, le grosse problématique, tu l'as dit toi-même, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités qui s'expriment aujourd'hui en paire USDT. Ouais. Donc, Bitcoin, Arbitrum, Inge, ce que tu veux, USDT plutôt que USDC, où la liquidité est quand même relativement faible. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui proposent de l'USDC. Par exemple, Binance, qui est un acteur important de l'écosystème en tant qu'exchange, propose assez peu de liquidité en USDC. Ouais. Il est plutôt proposé en USDT. Et ce que ça veut dire pour les gens qui ne passent pas leur vie dans les exchanges, c'est que quand il n'y a pas de liquidité, en gros, soit on n'est pas exécuté, donc là, il n'y a carrément pas d'ordre, soit on est exécuté, mais plus cher. En fait, tu risques d'avoir un slippage de malade. C'est-à-dire que tu peux avoir un vrai risque de non-exécution. Et puis, si tu as des ordres assez importants à passer, tout simplement, ton ordre va complètement dériver et tu vas avoir un prix absolument pourri. Alors, nous, je dirais que comme notre modèle, c'est celui de broker, le risque, il est pour nous. Ouais. Moi, je donne un prix fixe à mes clients et j'exécute les ordres de mes clients. Donc, le problème, il ne se pose pas pour nos clients, il se pose pour nous qui devons trouver une solution. Donc on trouve des solutions. Le problème il n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui était déjà anticipé depuis l'année dernière. Tu n'aurais pas le droit de l'utiliser en back-office, l'USDT, c'est-à-dire que tu fais ton ordre en USDT, ton client il voit que de l'USDC, ça ne marche pas ça ? Non, parce qu'en fait, la problématique, alors en théorie je pourrais le faire, mais la difficulté, c'est que mon exchange sur lequel je vais travailler, sur lequel je vais me fournir, lui doit être conforme. Okay. Et donc, à la rigueur, la problématique, elle n'est pas tant chez moi que chez Binance, chez Kraken ou les autres, parce que si eux, leur paire, elle est essentiellement en USDT, ces acteurs-là, soit ils doivent proposer des liquidités en USDC, soit ils doivent arrêter de soit je ne peux plus aller vers eux. Donc, si par exemple, l'un de ces exchanges me dit moi, je ne propose plus de liquidité, je n'ai pas de liquidité en USDC et je n'ai que en USDT. De facto, moi, je dois décommissionner cet exchange et je dois dire, écoute, je ne peux plus travailler avec toi et je dois travailler avec un autre. Ce qui concentre quand même beaucoup le choix vers un acteur aujourd'hui au profit des autres. Je trouve que par rapport au stablecoin,
Nous, on a pas mal de difficultés techniques, pas mal de questions d'arbitrage à mener, pas mal de changements internes dans la façon de fonctionner. Mais le principal problème, cette fois, il est plutôt sur les exchanges. Ouais. C'est eux qui ont un risque de disparaître potentiellement de l'Europe. Parce que la matière qu'ils proposent, elle peut ne plus être légale. Et là, Mika, c'est pas comme ça où tu pouvais continuer à opérer en France alors que tu n'es pas vraiment légal, que tu n'es pas vraiment enregistré, etc. Mais c'était plus ou moins toléré sur des principes de reverse sollicitation. Là, le régulateur européen, il est beaucoup plus violent. Il s'est armé de façon à pouvoir attaquer les acteurs et à dire non, toi vraiment tu dégages. Okay. Clairement, tu dégages. Et donc on ne veut plus te voir et on va te bloquer. On va te bloquer au niveau des finances, on va te bloquer au niveau des banques, on va te bloquer au niveau des serveurs, etc. Donc il y a un vrai risque que certains acteurs disparaissent d'Europe. Et là, je ne parle pas de moi, je parle plutôt des exchanges internationaux. Ok. Et du coup, changement de sujet complet, tu as été dans une vie antérieure et même une vie toujours actuelle, si je comprends bien, VC, c'est-à-dire Venture Capitalist, c'est-à-dire investisseur. Tu as investi dans une 50aine de boîtes, je crois, c'est ça, hein? Alors, en tant que VC professionnel, donc j'ai fait ce métier de 2002 jusqu'à 2017. Ouais. J'ai en effet investi dans plus d'une 50aine de boîtes. J'ai dû voir des milliers de boîtes, parce qu'un VC va recevoir, selon la taille du VC et sa stratégie, entre 1500 et 4 à 5000 dossiers par an d'investissement. Ah oui. Donc, tu imagines la quantité d'opportunités que tu vois. Et moi, titre perso, j'ai investi dans des boîtes aussi. Ouais. Dans les grosses boîtes un peu connues que tu as fait, il y en a quelques. Alors, parmi les plus connues, l'une qui parle pas mal d'elle, donc de mon métier d'investisseur professionnel, Dataiku, ouais. Qui est un des leaders mondiaux aujourd'hui dans la data cleaning, data visualisation, data analytics et data science. Donc, c'est un outil qui permet de donner à des entreprises et notamment à tout un tas d'opérateurs dans l'entreprise, donc des gens du marketing, des gens des ventes, etc. Un outil plutôt simple pour manipuler de la data et arriver à composer, en rajoutant notamment des briques d'intelligence artificielle, avec toute la donnée de l'entreprise et de créer des scénarios qui peuvent être utiles dans du marketing. Donc c'est vraiment de la data au service des opérateurs dans les entreprises. C'est une boîte qui a maintenant 1200 salariés, qui est présente dans tout un tas de pays, qui a une très très belle valorisation, qui est plutôt devenue américaine. Ouais. Mais au moment où j'ai investi en série A, ils étaient une dizaine de personnes. Ah oui. Et on a mis le premier 1,5 million d'euros avec Alven, qui est un autre VC. Et j'ai fait la série A, la série B. J'étais au board à ce moment-là. La Fourchette, que tu connais peut-être, qui maintenant est dans le giron TripAdvisor. Une boîte que j'ai fait il y a très longtemps, qui s'appelle Solution 30, qui est l'un des leaders en fait en Europe pour l'installation de tout ce qui est boîtier pour le compte des opérateurs. Donc quand tu as un problème de B-Box, de Livebox, de Freebox, etc., ou même de compteur, il y a des mecs qui viennent chez toi ou des nanas qui viennent chez toi pour installer ça, te faire ce service-là. Il s'est opéré partout en Europe. C'est un service hyper utile qui va donc être fait par cette boîte qui a valu 2 ou 3 milliards à un moment. Donc, pas mal de boîtes. Quel conseil tu peux donner à des gens qui voudraient se lancer dans ce métier ou trouver des boîtes dans lesquelles investir? C'est quoi les critères que tu regardes? Comment tu fais pour prendre une décision d'investissement et choisir une boîte où tu te dis celle-là elle a du potentiel et elle va bien performer dans le futur? C'est du multicritère. Hein. Ouais. L'un des premiers, c'est la confiance dans l'équipe. Qu'est-ce que tu connais des fondateurs et de l'équipe de management, leur histoire personnelle, leur connaissance de ce secteur, la pertinence en fait de leur parcours par rapport à ce qu'ils doivent faire. Parce que dans une boîte, tu dois certes développer de la technologie, mais tu dois être capable de la marketer, tu dois être capable de la vendre, etc. Donc comment l'équipe sera capable de gérer ça. Le product market fit, donc qu'est-ce que ton produit apporte
par rapport au marché? Est-ce qu'il y a déjà des concurrents par rapport sur ce segment? Quelle est la proposition de valeur que la société a? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée ou est-ce qu'il n'y en a pas? Comment ce produit qu'il propose se cale par rapport au marché? Est-ce que le marché est suffisamment mature, pas mature, etc. Donc c'est des gros sujets qu'il faut être en mesure de regarder. La valorisation et le business plan, c'est-à-dire est-ce que tu n'es pas sur une valorisation complètement déconnante par rapport au potentiel de croissance de la boîte, par rapport aux chiffres que tu peux comprendre. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas un truc où... alors tu le vois à la télé, tu as mon associé Eric qui est dans cette émission assez emblématique, qui est très intéressante, qui va être mon associé, où tu as l'impression qu'en quelques minutes, ils sont capables de mettre 500 000, 1 million d'euros sur la table. C'est loin d'être aussi évident que ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes les chiffres après 2 ou 3 ans sur les investissements qui sont réalisés, c'est quand même un peu compliqué, quoi. L'investissement, ça ne se fait pas comme ça et il faut prendre un petit peu de temps pour discuter avec les entrepreneurs. Il n'y a pas une réponse, malheureusement, directe sur ce. C'est un vrai métier quand même, le capital risque en soi. C'est un métier qui combine aussi bien la connaissance de la techno, la connaissance du marché, la stratégie, de la finance, le juridique aussi, parce que quand tu investis dans une boîte, c'est essentiellement avec la base d'un pacte d'actionnaires, de termes qui doivent cadrer ton investissement. Donc c'est très pluriel comme métier, c'est pour ça que ça m'a passionné. Et tu vois des technologies avant tout le monde, ça peut être cool. Ce qui est un énorme avantage et un énorme plaisir que de découvrir des gars qui te proposent des choses qui n'existent pas encore et tu te dis tiens, on va créer ça et c'est prodigieux parfois. Trop bien. Trop cool, merci pour ces conseils. Et merci, on arrive au terme de l'entretien, donc merci infiniment pour le partage de ta vision de cet écosystème. C'était hyper intéressant de voir un peu ce que ta vision et puis ce que tu apportes dans cet écosystème. Merci beaucoup. Puisque c'était un entretien, j'espère que j'ai été recruté en tout cas. et puis content d'avoir pu partager. Bravo pour Alira et le parcours. Merci beaucoup. Si vous souhaitez voir un autre entretien, interview ou podcast d'Alira, n'hésitez pas à aller voir. On a notamment reçu Charles, le CTO de Ledger, qui était une boîte sœur, cousine de CoinHouse. Donc vous pouvez aller la voir dans les fiches après la vidéo. Et si vous souhaitez vous former à la blockchain ou à l'IA, vous pouvez aller sur alira.fr. Je vous souhaite à très bientôt et je vous dis à bientôt. Salut! Ciao!